Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mercredi 18 novembre et voici les titres de l'actualité. Il était présent au Stade de France le soir des attentats. Louis-Marie Violot, un jeune retraité vendéen, a assisté au match France-Allemagne vendredi dernier avec une partie de sa famille. Il a entendu les détonations, mais ce n'est qu'une fois sorti à l'extérieur du stade qu'il a pris conscience de l'ampleur des événements. Témoignage dans ce journal. Il a connu les horreurs du régime syrien. Bassel Taouil, journaliste en Syrie, a fui son pays en mai 2015. Il était ce mardi à Fontenay-le-Comte, au lycée Notre-Dame, venu échanger sur la liberté d'expression avec des élèves de première. Il est revenu sur son parcours, mais aussi sur les attentats de Paris qui résonnent encore plus fort pour lui. Il a confié également craindre les amalgames. Le salon Tech Élevage a ouvert ses portes ce mercredi à La Roche-sur-Yon. Il réunit les professionnels et étudiants du monde agricole. De nouveaux objets technologiques pour faciliter le travail dans l'agriculture sont en démonstration. Nous vous présenterons quelques innovations. Mais avant cela, revenons d'abord sur les derniers événements liés aux attentats de Paris. L'assaut donné ce matin par les forces de l'ordre à Saint-Denis, des opérations menées dès 4 heures du matin dans le centre-ville. L'objectif de cet assaut était de trouver l'organisateur présumé des attentats de Paris, Abdelhamid Abaoud. L'assaut du raid a duré presque 8 heures. 7 personnes ont été interpellées, 2 sont décédées, dont une femme qui a enclenché sa ceinture d'explosifs. 5 agents du raid ont été blessés. Et cet assaut, bien sûr, a été mené à la suite des terribles attentats survenus vendredi soir dans 6 lieux différents de la capitale, dont notamment le Bataclan, où 89 personnes sont décédées, mais aussi aux abords du Stade de France. Louis-Marie Violot, un jeune retraité vendéen, était venu assister ce soir-là au match France-Allemagne avec des membres de sa famille. Il a entendu les explosions sans réaliser tout de suite ce qui se passait vraiment. Ce n'est qu'une fois sorti du stade qu'il a réalisé la gravité de la situation. Apolline Laurent l'a rencontré ce mercredi dans sa maison à La Roche-sur-Yon. Il y a des gens qui tapaient les ganivelles pour partir. Il y a des dames qui enlevaient leurs chaussures à talons pour courir plus vite. Donc bon, alors on est là-dedans, on ne sait pas trop ce qui se passe. On dit qu'il y a des coups de fusil derrière. Voilà, donc on a été un peu... là, ça a été le moment, je dirais, le plus compliqué. Donc nous, on allait rejoindre... On a réussi à rejoindre bien sûr la station de métro et on a vu l'armée arriver par le biais de la station de métro. Mais on n'était pas rassurés parce qu'on nous avait dit aussi qu'il y avait 2 terroristes qui étaient en fuite. Donc on ne pouvait pas savoir où ils étaient. Donc on s'est dit dans le métro, tout le monde se regardait. Hein. Donc nous on est sortis comme ça de Paris assez tranquillement, quoi. Enfin assez tranquillement. Toujours avec la peur quand même, parce qu'on ne savait pas si les fuyards étaient en voiture, enfin bon, on n'était pas rassurés. Et on s'est arrêté dans une station d'autoroute, donc aux alentours de Chartres. Et alors là, on a respiré un grand coup, quoi. Ouf. Apparemment, on est sauvés. Et dans ces attentats, je vous rappelle que 129 personnes sont décédées, dont Stéphane H, 52 ans. Ses parents habitent les Sables d'Olonne. Il a d'ailleurs passé la saison d'été ici en Vendée, où il travaillait comme serveur dans un hôtel. Il a été retrouvé durant le week-end dans son appartement, une balle dans le dos. Il habitait un petit studio à l'arrière du Bataclan. Sa fenêtre était ouverte. Il aurait donc été victime d'une balle perdue. Les scènes d'horreur qu'a vécu Paris, Bassel Taouil, journaliste syrien de 27 ans, les connaît bien. Il a quitté son pays en mai 2015 pour fuir notamment la cruauté du régime syrien. Il était à Fontenay-le-Comte ce mardi après-midi avec un autre journaliste guinéen dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale, venu échanger sur la liberté d'expression avec une classe de première du lycée Notre-Dame. Les attentats se sont bien sûr invités dans le débat. Bassel Taouil a notamment exprimé sa peur de l'amalgame entre terroristes et Syriens. Reportage Apolline Laurent. Attentifs, ces élèves ne perdent pas une miette du témoignage de Bassel Taouil. Ce jeune photojournaliste syrien de 27 ans a fui son pays en guerre et est arrivé en France il y a 5 mois. Depuis, il est hébergé à la maison des journalistes de Paris.
Invités à parler de la liberté de la presse, les attentats de vendredi dernier résonnent encore dans les têtes. Et la complicité d'un éventuel terroriste syrien rend Bassel mal à l'aise. Je me sens mal par rapport à tout ça et quand j'en ai parlé avec mes amis, on s'est tous dit la même chose. Aucun Syrien ne pense ou n'agit comme ça. Nous sommes contre le terrorisme, contre Daesh et les Syriens n'acceptent pas les exactions qu'ils commettent partout dans le monde. Il a peur des amalgames et à travers cette conférence, il souhaite avant tout ouvrir les yeux des jeunes générations. Il y a beaucoup de gens innocents qui arrivent tous les jours par bateau. Cet homme est probablement arrivé avec eux en possession d'un passeport syrien, sans doute faux. Il ne faut pas généraliser et se dire que tous les étrangers qui arrivent veulent bombarder la France. Avec ces mots à lui, prononcés dans sa langue natale, il essaie de relativiser et de rappeler à ces jeunes Français qu'ils ont la chance d'être nés avec autant de droits et de libertés. Malgré tout ce qui s'est passé, je me sens vraiment en sécurité, même si je vis en ce moment dans le centre de Paris. Je n'ai pas particulièrement peur, mais je comprends que les Français puissent être effrayés. Pendant 2 ans et demi, j'ai vécu le siège de ma ville natale, Homs. Les forces syriennes libres luttaient contre le régime de Bachar el-Assad. Ça a été tellement long qu'on a fini, pour survivre, par manger de l'herbe. Un témoignage très fort qui a bouleversé ces jeunes, mais qui les a aussi beaucoup rassurés. Ça aide en fait de pouvoir parler avec des personnes qui ont vécu un peu des choses comme ça. Enfin, c'est pas forcément exactement la même forme de violence, mais ça aide aussi à se rendre compte que nous, on a des libertés et desquelles on n'a pas forcément conscience tous les jours. Je me dis qu'en France, on est vraiment quand même rassurés, puis on est en sécurité. Bassel Tawil a obtenu des papiers de réfugié politique. Pour le moment, il compte rester en France, mais il espère bien retourner un jour, vivre dans son pays enfin libre. Et toujours concernant les attentats, nous vous en avons déjà parlé hier, une marche est organisée ce jeudi à La Roche-sur-Yon pour rendre hommage aux victimes. Le départ est prévu à 18h de la place François Mitterrand. Les maires vendéens seront présents et munis de leur écharpe tricolore. Les Vendéens sont bien évidemment invités à les rejoindre. L'association Vendée Maghreb et la Grande Mosquée de La Roche-sur-Yon qui, dans un communiqué, ont condamné fermement les attentats, les qualifiant d'odieux et d'abjects, participeront également à la marche. Ils ont souhaité rappeler l'importance de la présence des musulmans dans ce rassemblement. Nous, on n'est pas en colère, mais on sent que les musulmans de Vendée, même, sont victimes de ces gens-là. Notre islam, on vit en France avec les Français, on vit avec les autres. On va faire un appel. Que les musulmans de Vendée, on sera de m'asseoir là-bas avec les citoyens vendéens. Et la mosquée de La Roche-sur-Yon nous a informé avoir porté plainte contre un homme ayant proféré des menaces de mort via les réseaux sociaux. La personne a été présentée à la justice ce mercredi en fin d'après-midi. On referme maintenant notre page consacrée aux attentats pour évoquer le procès en appel Xynthia, suspendu, je vous le rappelle, lundi en raison des attentats. Il a finalement réouvert ce mercredi. On le rappelle, la tempête de février 2010 avait fait 29 morts sur la seule commune de La Faute-sur-Mer. L'ancien maire, l'ex-première adjointe et son fils sont poursuivis dans cette affaire. Lors du premier procès, ils avaient été condamnés à des peines de prison ferme. Ils ont fait appel. Samuel Grasset m'a rejoint sur le plateau. Il suit pour nous le procès. Bonjour Samuel. Bonjour. Donc, comme je l'ai dit, le procès a été suspendu jusqu'à aujourd'hui. Il a repris. Comment ça s'est déroulé? Alors, cette journée était destinée à résoudre des questions de procédure. Et le tribunal a notamment été saisi d'une demande du préfet de la Vendée pour savoir si la cour d'appel de Poitiers était bien compétente pour juger Alain Jacobson. Alors, Alain Jacobson, c'est le seul représentant de l'État qui est poursuivi dans cette affaire Xynthia. C'est l'ancien directeur adjoint des territoires et de la mer. Il a été relaxé l'an dernier par le tribunal des Sables-d'Olonne. Il n'est donc plus
plus poursuivi sur le plan pénal, mais toujours sur le plan civil. En clair, il pourrait être condamné à verser des dommages et intérêts. La Cour d'appel de Poitiers s'est donc laissé le temps de cette journée du mercredi pour juger, pour déterminer si la Cour était compétente pour juger Alain Jacobson. Et pendant l'audience ce matin, René Maratier, l'ancien maire de La Faute-sur-Mer, a eu quelques mots pour les victimes et les sinistrés. Oui, d'abord, la présidente de la Cour d'appel a rappelé les faits qui étaient reprochés aux différents prévenus. Je vous le rappelle, René Maratier, Françoise et Philippe Babin sont poursuivis pour homicide involontaire et mise en danger. Et en effet, René Maratier a pris la parole. Il a affiché, je cite, ses pensées, ses peines, sa compassion pour les victimes, les familles de victimes et les sinistrés de Xynthia. Ce n'est pas sans rappeler le procès l'an dernier devant le tribunal des Sables-d'Olonne. René Maratier avait demandé pardon, mais c'était lors de la 3e semaine d'audience. Alors, quelle est la suite maintenant, Samuel ? Eh bien, l'audience va reprendre demain à 10h. La présidente de la Cour d'appel de Poitiers va présenter son rapport, c'est-à-dire une synthèse du dossier. Puis les premières parties civiles vont s'exprimer. D'abord les associations, l'AVIF, l'association des victimes des inondations de La Faute-sur-Mer, et puis la FENVAC, la Fédération nationale des victimes d'accidents collectifs. Et puis ce sera au tour des familles de victimes et des sinistrés de s'exprimer. L'an dernier, devant le tribunal des Sables-d'Olonne, elles avaient été une cinquantaine à prendre la parole. Cette fois, elles seront seulement 8 à s'exprimer devant la barre. Deux ou trois seront entendus dès demain, les autres en début de semaine prochaine. Et le procès est prévu pour durer jusqu'au 3 décembre. Merci Samuel. Et bien sûr, on vous retrouvera demain en direct, enfin pas en direct, mais à Poitiers. Merci beaucoup. On va parler maintenant du salon Tech Élevage de La Roche-sur-Yon. Il a ouvert ses portes ce mercredi matin, organisé par la Chambre d'agriculture de la Vendée et les organisations vendéennes d'élevage. Il rassemble les professionnels et étudiants du monde agricole. Dans les stands, on peut venir y découvrir les nouvelles innovations technologiques, car comme nous en avons parlé déjà hier, les agriculteurs sont de plus en plus connectés et la robotique a pris une place importante dans le métier. Alors, quelles sont les nouveautés cette année présentées ? Pierre Dalicieux s'est glissé dans les allées du salon. Reportage. Ces lunettes pourraient devenir l'outil indispensable aux agriculteurs de demain. Des lunettes connectées, synonyme de gain de temps considérable. Plus besoin d'aller piocher des informations sur tel ou tel animal. Tout est affiché en 3D sous les yeux de l'agriculteur qui a les mains libres pour travailler. Il suffit juste de scanner l'identification de l'animal et dans mon champ de vision va venir s'afficher les informations sur son bien-être, sur les traitements qui sont en cours. Et si je suis dans le cadre d'une exploitation laitière, je vais pouvoir avoir toutes les données de la production. Le carnet sanitaire d'élevage et le tableau blanc s'affichent directement dans ma lunette. Ici, c'est dans les champs que ça se passe. Ces sondes révolutionnaires vont tout enregistrer. L'agriculteur va donc savoir quand irriguer, quand traiter, quand semer ou encore récolter. Et tout ça au mètre carré près. Aujourd'hui, soit la donnée provenait d'une notion météo à 3-4 km. Aujourd'hui, la donnée elle est locale. Et donc, l'agriculteur peut connaître les conditions à la parcelle. Ça peut faire gagner plusieurs allers-retours. Je vais sur ma parcelle, je vais voir si je dois aller traiter. Je reviens, je peux gagner un aller-retour en temps. Donc, c'est du gasoil, c'est du temps. Ou je peux gagner aussi carrément un pulvérisateur, puisque mon mélange va être plus adapté à l'endroit où je vais aller traiter. Des outils qui changent radicalement le visage de l'agriculture. Une agriculture qui s'apparente plus à celle d'hier, à l'opposé de l'agriculture intensive des dernières années, avec la nouvelle technologie en plus. On rentre véritablement dans cette agriculture de connaissance, agriculture augmentée. Ce n'est pas l'agriculture à la papa telle que certains la voudraient. C'est vraiment une agriculture qui sera à la fois très économique, très environnementale, respectueuse de l'environnement et respectueuse également des gens qui la font. Mais ça ne sera pas une image d'Épinal. Aujourd'hui, la Vendée prend ce tournant, chaque année un peu plus, de l'agriculture connectée. En bref, le Puy du Fou vient de recevoir une nouvelle récompense internationale pour son nouveau spectacle, Les Amoureux de Verdun, décerné par une association américaine qui récompense les parcs de loisirs du monde entier. Le prix de la meilleure attraction sera remis officiellement le 2 avril. Les Amoureux de Verdun met en scène la Grande Guerre à travers l'échange épistolaire d'un poilu avec sa fiancée durant la trêve de Noël.
On ouvre maintenant notre page sport avec le tirage du 8e tour de la Coupe de France qui s'est déroulé ce mercredi à midi. Et c'est un beau challenge qui attend le seul club vendéen encore en lice, les Herbiers, puisque les Herbretais auront pour adversaire Niort, un club qui évolue en Ligue 2. La rencontre aura lieu au stade René Gaillard à Niort le 5 ou le 6 décembre prochain. Panhard, Chevrolet, Corvette, Ford, M482, toutes ces voitures ont participé aux 24 heures du Mans et elles sont en exposition en ce moment à Fontenay-le-Comte, organisée par l'association automobile Club de l'Ouest, à l'origine également des 24 heures du Mans. Ces véhicules d'exception ont été amenés par des passionnés et des anciens pilotes, des pièces rares, emblématiques de leur époque, pour une plongée dans l'histoire de la célèbre course. Reportage Cyril Guillet. 8 h du matin, les portes de ce centre commercial ne sont pas encore ouvertes. Pourtant, les couloirs offrent un spectacle rare. Un ballet de voitures de sport ayant tout un lien avec l'une des plus célèbres courses de voitures au monde. Les 24 heures, c'est une histoire qui a maintenant plus de 90 ans. Et qui fait partie du patrimoine mondial. La communauté allemande, la communauté anglaise, la communauté japonaise, la communauté américaine est très très représentée au Mans. Et je dirais même que le Mans est encore plus mythique dans ces pays-là, presque plus mythique qu'en France. Et pour plonger dans l'histoire de ces 24 heures du Mans, il y a cette Panhard en parfait état ou encore cette Chevrolet Corvette Stingray C3 de 1975, un modèle identique à ceux qui empruntaient la ligne droite des Inaudières poussée par 450 chevaux. Cette voiture-là n'a pas fait de course précisément. Par contre, c'est une Chevrolet Corvette a fait des courses dans les années 70. Voilà, elles arrivaient, il y avait juste des logos dessus, des sponsors et on y allait, quoi. Parmi les modèles exposés, il y a de véritables raretés comme cette Ford construite en 3 exemplaires. Ici est présenté le seul encore en état de marche. À noter que le moteur est d'origine. Alors là, on est devant l'une des voitures mythiques de l'exposition, mythique dans l'histoire des 24 heures du Mans, puisqu'elle a été totalement conçue par Jean Rondeau, qui était un constructeur manceau. Et ce modèle-là, la M482, a couru au Mans entre 1983 et 1988. Toutes ces voitures ont été amenées par des particuliers à l'image de Gérard Ferré, qui a commencé sa carrière de pilote en 1963. Aujourd'hui, il est venu avec un véhicule plusieurs fois titré. Il s'agit d'une GT40. C'est le modèle qui a remporté les 24 heures du Mans en 66, 67, 68 et 69, dont la dernière victoire au volant de Jackie X. Le plus récent des véhicules présentés, c'est cet Audi RS6, un prototype conçu pour la piste qui développe entre 6 et 700 chevaux. Un médical car débridé qui en fait le break le plus rapide au monde et qui permet d'embarquer tout le matériel médical nécessaire pour les premiers secours. A noter que c'est la première fois que ce type de voiture sort de la piste des 24 heures du Mans et est présenté au public. Et l'exposition se tient jusqu'au samedi 21 novembre. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour en profiter. Un mot de météo avant de se quitter. Ce jeudi, c'est encore un temps pluvieux et venteux qui nous attend tout au long de la journée. Vous retrouverez bien sûr dans un instant les prévisions météo d'Armel Pavageau. On se quitte sur des images de la place Napoléon où des fleurs et des bougies continuent encore d'être déposées au pied de la statue par des anonymes venus rendre hommage aux victimes. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.